Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Bismart for Change, Patrimoine Cash. 43 minutes d'échange à bâton rompu sur des enjeux structurants du secteur de la gestion de patrimoine. Ici, nous mettons en avant les questions mais aussi les réactions aux sujets qui vous animent, vous inquiètent ou vous enthousiasment au sein de la grande famille et du grand secteur de la gestion de patrimoine. Je suis très heureux de lancer aujourd'hui sur Bismart for Change et en complément de l'émission Smart Patrimoine, cette émission, une émission où l'on parle cash, sans langue de bois, mais toujours évidemment avec bienveillance. Comment ne pas commencer ce premier numéro sans parler du sujet qui défraie la chronique dans tous les secteurs d'activité, mais qui touche aussi de plein fouet le secteur de la gestion de patrimoine. Je veux bien sûr parler de cybersécurité, mais aussi d'intelligence artificielle. Le secteur de la gestion de patrimoine doit-il accepter de se mettre à la page du numérique, de se saisir des opportunités qu'il offre, de prendre conscience des risques? Les professionnels de la gestion de patrimoine sont-ils devenus des cibles pour les hackers? L'IA va-t-elle remplacer vos conseils? Allez-vous devoir changer la façon dont vous faites votre métier avec un environnement de plus en plus numérisé? Et surtout, cela sera-t-il une bonne ou une mauvaise chose? Nous en parlons tout de suite dans Patrimoine Cash. Le secteur de la gestion de patrimoine doit-il accepter de se mettre à la page du numérique? Doit-il avancer à marche forcée sur les sujets de cybersécurité ou d'intelligence artificielle? Le métier fait-il face à une transformation profonde qui va changer le rôle des conseils en investissement financier? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Patrimoine Cash nos 4 premiers invités. Nous avons tout d'abord le plaisir d'être accompagnés par David Charlet. Bonjour David Charlet. Bonjour. Vous êtes président de l'Anacofi. Vous allez nous expliquer comment une association de CGP regarde et adresse ces sujets. Peut-être très rapidement, David Charlet, la cybersécurité, est-ce que c'est un risque suffisamment intégré aujourd'hui dans le secteur de la gestion de patrimoine? Deux manières de répondre. Oui, prise de conscience. Probablement non en termes de mise en application de ce qu'il faudrait faire. Et l'intelligence artificielle, un risque, une opportunité? Pour l'instant, c'est vu par certains comme un risque, mais je crois qu'on est l'antithèse d'une profession de vieux avec ses codes. Les CGP ont démontré sur les 40 dernières années qu'ils étaient plutôt plus modernes que tout le reste, et ils sont beaucoup plus jeunes qu'on ne le pense en moyenne, ce qui fait que je pense que pour beaucoup, c'est une véritable opportunité, et en tout cas, ils en ont conscience. Il y en a quelques-uns qui ça fait peur, ils le disent, mais on va être sur une évolution comme ce qui s'est fait avant. On a intégré les techs, quoi. On a le plaisir d'accueillir également Vincent Courroyer, président de Metagram. Bonjour Vincent Courroyer. Bonjour. Vous avez également co-rédigé un rapport sur le sujet intelligence artificielle au sein de la CNCGP. Vous allez nous apporter cette vision du conseil en gestion de patrimoine sur ces deux thématiques. La cybersécurité, même question, un risque suffisamment intégré aujourd'hui par le secteur, par le métier? Très probablement pas du tout. Et c'est vrai que les derniers mois nous ont permis de découvrir comment nous étions faible, en tout cas pas bien préparé par rapport à ce risque. C'est un risque, il faut l'intégrer, comme il y a plein de risques dans notre métier. Et l'IA, risque-opportunité? C'est une opportunité, c'est magique. Là, c'est clair. Là, chez vous, c'est clair. Exactement. Je ne peux pas avoir rédigé un guide avec plusieurs d'entre nous et ma camarade et de dire qu'aujourd'hui, c'est un risque. Anthony Kelsey nous accompagne également, fondateur de Kelsey Patrimoine. Vous étiez d'ailleurs sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines et vous nous expliquiez comment vous testiez des allocations d'actifs sur ChatGPT et surtout à quel point ChatGPT avait fait énormément de progrès en la matière. Fondateur de Kelsey Patrimoine, je le disais. Première question, la même que à nos deux autres intervenants. Cybersécurité, un risque suffisamment intégré aujourd'hui par le secteur? Je crois que depuis les événements avec Harvest, on l'a intégré. Après, je ne sais pas si les bonnes pratiques ont été mises en place par mes confrères, mais je pense qu'avec deux, trois opérations à faire sur nos cabinets, on peut vraiment sécuriser au maximum nos cabinets sans grande difficulté. Et l'IA, risque, opportunité? Clairement, opportunité, c'est clair. D'accord, ça va être un assistant idéal. Mais aussi, les clients vont avoir ça en main, donc il faudra quand même être à la page, sinon ils vont être meilleurs que nous. Et on a le plaisir d'accueillir également Delphine Asseraf, directrice générale déléguée de Harvest. Bonjour Delphine Asseraf. Merci d'être avec nous. Vous allez justement nous faire un retour d'expérience en matière de cybersécurité sur ce qu'a vécu Harvest ces derniers mois. Donc je vous épargne la première question puisqu'on va y revenir dans un instant. Juste avant, IA, risque, opportunité? Opportunité sans aucune hésitation, à la fois à titre, je pense, personnel et individuel pour chacun d'entre nous, mais aussi pour toutes nos entreprises. On va y revenir dans un instant. Je vous rappelle à tous les 4 le concept. Un sujet, l'adaptation du numérique au secteur des CGP. 2 chapitres, cybersécurité et intelligence artificielle. Vous prenez la parole
quand vous le souhaitez. Et on décrypte ensemble ces deux thèmes structurants. On commence avec vous, Delphine Asséraf. On parlait de cybersécurité. Le risque est-il suffisamment intégré par le secteur de la gestion de patrimoine? Vous nous faites le plaisir de venir dans une émission qui traite de ce sujet-là, alors que vous avez été touché de plein fouet en début d'année chez Harvest par justement une cyberattaque, une affaire qui a fait grand bruit dans le secteur. On ne va pas revenir sur les différentes séquences. Ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est de comprendre comment Harvest voit le sujet, quel retour d'expérience vous faites 8 mois après de cette séquence et de la cyberattaque dont vous avez été victime. Alors, effectivement, ce que je peux vous dire, c'est quand on subit une cyberattaque, on s'en souvient toute sa vie, parce que c'est un des risques qui est évidemment les plus durs pour une entreprise et qui vient ébranler véritablement la manière même dont l'entreprise fonctionne. Alors, c'est derrière nous, la crise est derrière nous, mais on en a tiré plusieurs enseignements. La première chose, c'est qu'il est essentiel, compte tenu du risque quasi certain que chacune des entreprises va subir dans les prochaines années, de se préparer. Ça, c'est la première chose. On a toujours l'impression que finalement, les exercices qu'on peut faire en cours d'année paraissent un peu simplistes. Pas du tout. D'accord. Plus on se prépare, plus en fait on adapte ces processus et on crée des réflexes au sein de l'entreprise. Et quand la crise arrive, il faut avoir une gestion quasi militaire. Et cette gestion militaire, on ne l'a pas si on n'a pas suffisamment préparé en amont. Donc la première chose, c'est une préparation tout le temps. Il ne faut pas cesser de le faire. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait l'année précédente qu'il faut faire l'impasse l'année 2. La deuxième chose, c'est savoir bien s'entourer. Lorsque la crise arrive, là aussi, il ne faut pas hésiter. Il faut savoir qui contacter parce que la rapidité est clé. Et ce qui vous arrive très souvent pour la première fois, d'autres l'ont vécu des centaines de fois. D'accord. Et donc, il faut avoir une liste d'acteurs qu'on peut contacter, mais immédiatement, dans l'heure qui suit la découverte de la crise. Et aussi, ne pas hésiter, moi, ça a été une vraie découverte, à faire appel aux autorités. Nos autorités publiques, que ce soit l'ACPR, autorité de tutelle, que ce soit la CNIL, que ce soit l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, ont des spécialistes qui sont extrêmement bien préparés et qui sont là pour vous aider. Après, le troisième, je dirais, conseil, c'est aussi de faire jouer la solidarité. En fait, si on ne veut pas faire le jeu des criminels, il faut partager son expérience pour que d'autres puissent aussi grandir de ce que chacun a subi. Et donc, nous, on a fait le choix et on a fait peut-être une 50aine de retours d'expérience aux autorités, aux associations, aux fédérations, au conseil d'administration, au COMEX, sur ce qu'on avait vécu, pour que chacun puisse en retirer quelque chose et que la résilience globale de l'écosystème puisse s'améliorer. Et enfin, le dernier conseil, c'est de communiquer. Parce que ça vienne vous toucher en propre ou, comme ça nous est arrivé, un sous-traitant, eh bien, il faut pouvoir véritablement donner des bons réflexes aux collaborateurs, aux clients, et donc communiquer sur des bonnes pratiques, comment est-ce qu'on gère son mot de passe, comment est-ce qu'on gère des fichiers sensibles. Et là, c'est la répétition, encore une fois, qui fait la bonne préparation. Est-ce que le secteur, selon vous, est suffisamment préparé? Justement, quand on prend un cabinet de gestion de patrimoine, on travaille avec beaucoup de monde. On travaille en partenariat avec des sociétés de gestion, avec des sous-traitants. On est soi-même sous-traitant potentiellement aussi d'autres entreprises. Est-ce que, avec ce retour d'expérience que vous avez depuis 1 an, que vous avez dû vivre à marche forcée, le secteur, selon vous, de la gestion de patrimoine a suffisamment intégré des risques numériques, justement, avec la montée en puissance des outils numériques qu'ils utilisent? Alors, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. D'abord parce que, effectivement, les services financiers sont touchés de façon extrêmement forte, mais pas que. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on apprenne qu'un hôpital a pu être touché, qu'une société de parking, qu'une société de luxe. Donc, c'est finalement un peu notre quotidien. Donc, la prise de conscience, elle est là. On doit renforcer. Parking, le secteur de la gestion de patrimoine avait plutôt été épargné jusqu'alors, au moins médiatiquement. C'était étonnant. Pour être honnête, c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire qu'on avait attaqué les données de santé. Où est-ce qu'il y a d'autres données qui ont de la valeur à l'intérieur des systèmes dans lesquels on conserve toute la situation patrimoniale des gens? C'était quand même particulièrement étonnant qu'on ne vienne pas sur ce terrain-là. Il est quasiment évident dès lors qu'on avait attaqué le médical. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, au demeurant, c'est pas vrai qu'on avait déjà été attaqué. Je vous rappelle quand même que nos métiers font l'objet d'arnaques nombreuses par des gens qui font semblant d'être nous. Je vous rappelle que on a arrêté de compter les centaines de cabinets qui ont été
piraté, on a piraté leur image. Et notamment le numéro Orias pendant le Covid, bien sûr. On a piqué, il y a eu des fichiers qui ont été piqués. Nous, on a eu des exemples d'adhérents qui ont déjà eu avant sur leur système. C'était déjà arrivé. Simplement, c'était sur des échelles plus petites. Simplement, c'était des fois sur des choses qui étaient moyennement sécurisées. Enfin, moi, j'ai souvenir, il y a déjà plus de 10 ans, d'un adhérent qui s'était fait piquer sa base client et qui n'était pas sauvegardé chez Harvest. Donc, non, on est potentiellement en effet des cibles naturelles. Et on a de la donnée sensible, on en a de partout. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on avait plus vu des histoires autour des hôpitaux pendant un certain temps. Donc là, on a vu une espèce de grand événement, mais on ne peut pas dire qu'une profession dont on nous dit qu'il y a autant de piratage de notre image et autres depuis des années et de déclarations n'était pas attaquée. C'est pas vrai. Déjà attaqué, mais de façon différente, Vincent Courroyer. Déjà attaqué de façon différente, probablement de façon différente. Oui. Je pense qu'on a pris conscience de notre vie numérique. Oui. Ça, c'est un point très fort. Pour avoir vécu de manière assez proche cet événement, faut garder son sang-froid, et je rejoins complètement Delphine, mais comprendre ce qu'on va faire. Et on a une vie numérique, notre métier a une vie numérique, comme les médecins, comme le parking, comme n'importe qui. Et je pense qu'on n'avait pas pris conscience de l'importance de cette vie numérique parce qu'on utilisait ça tous les jours. Est-ce qu'on a mis tout en place ? Je ne suis pas encore convaincu qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on ait tout mis en place. D'accord. Mais vous, par exemple, ça fait partie des risques que vous intégrez pour votre activité aujourd'hui ? Ah, complètement. Et qu'est-ce qu'avons-nous fait ? Je ne sais pas si c'est suffisant. Et on se pose la question régulièrement sur les outils, sur les procédures, sur les plans de continuité, parce que, comme l'a dit Delphine, il faut garder son sang-froid et travailler. Il y a 20 ans, on nous parlait de plans de continuité. Et j'ai un souvenir, on mettait une journée à rétablir les systèmes d'information pour continuer à intervenir sur les marchés. Aujourd'hui, ça doit être en un instant, parce que nos clients attendent qu'on continue de travailler immédiatement. Il y a une forme d'immédiateté qui est liée effectivement à la donnée, à la disponibilité de la donnée. Anthony Calci, est-ce que vous, par exemple, vous considérez que vous êtes prêt, que vos confrères sont prêts, que c'est un sujet que vous avez adressé depuis, je ne sais pas, 1 an ou 2, en lien avec cette conscience de vie numérique dont nous parle Vincent Courroyer ? Alors, personnellement, j'avais fait un audit il y a quelques années pour mettre des bonnes pratiques au cabinet. Je vais les dire parce que ça peut aider mes confrères. Après, je vais revenir sur l'événement d'Harvest aussi qui finalement, on se dit, voilà, les données de nos clients peuvent être demain ailleurs et ça peut être très dangereux pour eux, mais je vais y revenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est un audit, ça coûte quelques centaines d'euros, peut-être autour de 1 000 euros. Donc, auprès d'une société spécialisée en cybersécurité. D'accord. Ils vont vous donner des best practices de façon très simple. Enfin, si vous demandez à ChatGPT, justement, il va peut-être vous donner les meilleures pratiques, mais demandez à quelqu'un, je sais pas, on a envie de le faire de façon un expert. Quoi. Voilà, c'est ça. Un tiers de confiance, surtout. Exactement. Et puis, un contact, des noms. Donc, j'ai mis une assurance cybersécurité. Voilà, d'accord. C'est Generali. L'assurance cybersécurité, ça veut dire que s'il y a un événement, il y a des experts que vous pouvez appeler et ils s'occupent de vous, de quelles sont les étapes. Il y a une assurance, ils vous remboursent. Ils payent les frais d'avocat. Donc bref, il y a une assurance qui peut être qui peut être pratique en cas de sinistre. Voilà, ça c'était fait avant. Le deuxième point, c'est un antivirus. Si vous prenez un antivirus bas de gamme, ça va peut-être pas fonctionner. Donc cet audit-là, il m'a dit, vous prenez ce antivirus ESET, E-S-E-T. D'accord. Et ça c'est le meilleur des antivirus. D'accord. Donc vous mettez ça et déjà ça. Quoi d'autre la plupart sont chez Google Drive. Et en fait chez Google, quand vous avez l'abonnement pro plus business, vous avez un vault. Ça veut dire que si quelqu'un a accès à vos données et efface tout ou vous menace de tout effacer, vous pouvez les récupérer parce que c'est chez Google. D'accord, ok. Donc c'est ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité où on récupère les données sont stockées quelque part. Je le dis parce que. Est-ce que c'est pas le métier du CGP de s'intéresser à tous ces sujets, puis on n'est pas forcément sur des métiers très numérisés, même si on le fait à Mars Forge aujourd'hui. Alors je vois que David Charlet n'est pas d'accord. Et c'est pas le métier. Chef d'entreprise. On est chef d'entreprise. On est en train de parler de quel CGP ? Celui qui produit face à un client et qui est le salarié d'une entreprise CGP, ou le CGP en tant qu'entreprise CGP ? Si en tant qu'entreprise CGP, c'est son métier.
métier, depuis RGPD, depuis tout un tas de textes comme ça, depuis les textes sur la digitalisation, depuis 2014 et l'obligation d'être capable de digitaliser un parcours client. C'est votre métier. Il faut l'intégrer. Oui, et je vous rappelle d'ailleurs un truc très amusant, c'est que cette semaine, l'AMF est en train de consulter les différentes organisations professionnelles en vue de dire, et si on obligeait à ce que tout soit digital, sauf pour les clients qui le refusent. Donc là, le sujet de cybersécurité devient clairement une priorité. En tant que chef d'entreprise GP, c'est un élément de ton métier que au moins regarder et avoir quelques bases, même si tu as de toute façon des experts. Parce que je rappelle quand même que sur certaines fonctions, ça peut même pas être le patron qui l'est. Donc il devra faire appel à des experts. Ben voilà, on en est là. 2014, le début de l'ordonnance de digitalisation de l'économie financière. Maintenant, l'AMF qui dit « Ah, pardon, on n'avait pas vu. Avec le Covid, on a autorisé à tout digitaliser. Que diriez-vous si on disait qu'en fait, maintenant, tout doit être digital, sauf pour les clients qui font ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire qui disent « Ah bah non, pas pour moi ». Et bon, bah là, c'est fini. Il n'y a plus de discussion, en fait. Vincent Courroyer et ensuite Delphine Assera. Vincent Courroyer, je disais, le métier n'est pas suffisamment numérisé. Et vous m'avez regardé en disant si, aujourd'hui, on fait un métier très numérisé. On fait un métier très numérisé et on a aussi un rôle d'éducation de nos clients qui ne sont pas assez précautionneux de leur donner. Et la rapidité, l'efficacité, la simplicité va faire que les données, et je pense que tous les quatre autour de la table, on est tous pareils, on va donner notre RIB, on va donner une photo de notre carte d'identité, et elle se promène partout. On l'envoie par mail. On l'envoie par mail. Aujourd'hui, les notaires ont un système pour les RIB. Je ne sais pas si vous avez fait une transaction chez un notaire, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, vous renvoyez votre notaire sur WhatsApp, votre RIB sur WhatsApp. Parce que tout est compliqué. Parce que c'est plus simple. Parce que, que les solutions sécurisées sont plus compliquées à utiliser. Il y a une vraie éducation à faire aussi de la part de nos clients. Il y a aussi des solutions de sécurité qui doivent intégrer le parcours client et intégrer que nos clients ne sont pas tous des geeks et que c'est parfois un peu compliqué à utiliser leur process. Donc voilà, oui, on doit se préparer, on doit prendre des assurances, on doit rédiger, on doit éduquer nos clients en refusant de diffuser leur information sur le web. Et puis les choses vont arriver l'une après l'autre. Delphine Assera. Et puis, il y a une réalité à laquelle je pense qu'il faut être très clair. Hein. Ces investissements demandent des millions d'euros. Parce que c'est une course en avant permanente. C'était la question que j'allais poser. Quand on est un cabinet en gestion de patrimoine, est-ce que c'est un coût supplémentaire à intégrer ? Il y a deux choses. C'est là où, quand on travaille avec des acteurs, il faut exiger de ces acteurs de répondre au maximum, au standard en termes de sécurité, parce que si déjà on n'est pas au standard, ça pose des problèmes. Donc c'est pour ça que nous, on a évidemment massivement renforcé notre sécurité. On le faisait déjà avant, on l'a fait encore plus. Et surtout, on se prête vraiment au jeu des audits, des inspections, pour en permanence regarder quels peuvent être les points de faiblesse et les corriger tout de suite. Ça, c'est un système où il faut plus dire « j'ai fait un investissement au mois d'avril, je suis tranquille ». Non, c'est des investissements permanents. Donc, en tant que professionnel, je pense qu'il faut se le dire, ça doit rentrer aussi dans une démarche fil rouge. Après, c'est aussi en tant qu'individu. Même si vous travaillez avec des gens qui vont sécuriser vos envois, vos transactions, par exemple, on parlait des clients. Oui, effectivement, il faut interdire à un moment donné d'envoyer des données sensibles par email. Et il faut utiliser les outils qui sont faits qui permettent de sécuriser ces envois. Ça demande de la communication, de la pédagogie, mais il faut tous qu'on s'y mette parce que c'est toujours le point faible, le point le plus faible qui est attaqué. Donc, il faut être très vigilant là-dessus, échanger les comportements. Et c'est là aussi où on a une responsabilité vis-à-vis des clients comme des collaborateurs. Et ça, les clients le comprennent, Anthony Kelsey. Enfin, quand je vois qu'on peut ouvrir un compte en banque en quelques minutes en prenant en photo sa carte d'identité et que justement ça se fait de manière très rapide, que là on leur explique qu'il va falloir passer par des solutions sécurisées pour s'assurer que leurs données soient protégées quand on passe par un conseil en gestion de patrimoine. Alors, ce qui a aidé la compréhension des clients quand il y a eu la crise avec Harvest, quand on leur a expliqué qu'il y avait des données, notamment leur adresse qui avait fuité, des numéros de compte et c'est horrible, hein. Mais c'est ce qui s'est passé sur les cryptos, les enlèvements de fondateurs crypto. Alors, il y en a eu plein cette année. Et quand j'ai annoncé, voilà, il y a des données fuitées à votre adresse, ah bah oui, ça c'est de toute façon, les chefs d'entreprise, je suis sur Papers, tout est disponible sur Papers déjà, et mon adresse,
ça peut pas être pire que ça. Ah, donc la réaction a été de dire j'ai déjà tellement d'informations sur moi en Oui, ligne c'est que... Et j'étais D'accord, là. ok. Oui, c'est vrai. Alors j'avais un peu peur parce que justement, parfois j'en annonçais quand il y avait un événement le matin même. Que je veux Ouais, dire, bien sûr. Après, c'était des sujets différents, mais il y avait Oui, mais l'actualité. la plupart bien sûr. sont des chefs d'entreprise, Oui, etc. Et ils ont leurs informations sur Papers. D'ailleurs, ils étaient, depuis ces événements d'enlèvement... Ils ont enlevé les informations exactement, on a le droit d'enlever. Oui. Exactement. Oui, certaines. Et donc... certaines, effectivement, pas tout. Oui. donc ça a minimisé... Et donc, une prise de conscience aussi chez les clients. Qu'il y avait beaucoup d'informations déjà disponibles et que peut-être trop d'informations sur les dirigeants sur Internet. Et donc, au-delà du sujet au-delà du métier de la gestion de patrimoine. C'est ce que vous dites. D'accord. Et puis, aussi, il disait, de toute façon, tout est disponible chez tout le monde. En fait, si c'était juste, par exemple, un cabinet de gestion de patrimoine un peu à l'ancienne, on a piqué le fichier client, des gens qui sont dangereux, mais là, tout le monde a été touché. Et donc ça relativisait. Mais c'est pas forcément. C'est incroyable. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Il y a un petit côté quand ça avait été le Covid et qu'on appelait les clients en disant bon, on ferme, enfin on est à moins 12 et les on s'en fout, nous on va faire du pain en attendant 2 semaines. Il y avait un petit côté comme ça, bon, bah on verra bien quoi. Oui, bien sûr. C'est peut-être pas la première fois que ça nous arrive. C'est peut-être pas la première, c'est peut-être pas la dernière. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont aussi subi des démarchages, qui commencent à avoir quand même compris que leurs données circulent. Mais tous les citoyens savent très bien qu'ils arrêtent pas de cliquer sur oui quand on leur demande s'ils veulent bien qu'on fasse quelque chose de leurs données, et ils ont pas regardé, ou de temps en temps ils ont regardé qu'on ait donné autorisation de partager ça avec 112 partenaires, et derrière ils voient bien qu'ils reçoivent un certain nombre de messages type démarchage. Ils l'ont compris que leurs données circulent. Voilà, donc moi je discutais, alors ça fait un peu la jonction avec quelqu'un qui fait de l'IA, et il fait de la RH. En fait maintenant il arrête, il prend quelques données, mais pour le reste il a éduqué une IA, elle fouille et ça lui sort des fiches comme il en a jamais eu, rien qu'avec les données publiques que l'IA trouve sur les gens. Et ben justement, allons sur le sujet de l'intelligence artificielle. On est déjà à la moitié de l'émission. L'intelligence artificielle, comment est-ce que vous regardez ça? Question très large, David Charlet, comment est-ce que vous regardez ça vis-à-vis de l'impact que ça peut avoir sur le secteur de la gestion de patrimoine à l'heure actuelle? Outils. Alors déjà, une chose qu'il faut rappeler, c'est un peu de réglementaire, mais c'est au niveau européen, on a dit le digital doit être neutre par rapport au réglementaire, et le réglementaire neutre par rapport au digital. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rendu avec ou sans digital doit être le même au client. En gros, vous êtes responsable de ce que votre entreprise délivre, et que ce soit un homme ou un robot qui vous permettent de le faire, vous en êtes responsable. D'accord. Point barre. À partir de ce moment-là, dès lors que l'IA a des capacités de faire ce que font des hommes ou des femmes, mais de démultiplier, de faire l'équivalent de ce que ferait un tiers de votre effectif et autres, déjà rien que ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que vous ne la payerez pas le prix de 12 salariés. Pour le dire. Mais est-ce que le client, du coup, ne paiera pas le prix de 12 salariés? Non, très probablement pas. Donc, il y a des gains en termes d'efficacité, il y a des gains en termes de coûts. Par contre, ce que je dis au départ est quand même important. Ça veut dire que, attention, si ce truc-là, un salarié, vous avez son CV, vous avez son dossier, vous savez s'il a un casier. Un fournisseur digital, vous devez être capable de savoir ce qu'il a dans le ventre, vous êtes responsable de ce qu'il va faire en votre nom. Mm-hmm. Est-ce que vous avez lu les conditions? Est-ce qu'en RGPD, vous avez vérifié que vous étiez co-traitant, sous-traitant, la sécurité que ça embarque? Et là où l'IA en elle-même est un poil plus inquiétante, c'est que beaucoup de gens utilisent les IA sans avoir la moindre idée. D'abord, ils n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas de contrat. D'accord. Donc la lecture et l'analyse du contrat, j'aimais savoir où elle est et ce qu'ils en ont dit. Ensuite, les données sont parties où et quelles données? Voilà. D'accord. Donc là, on parle d'utilisation de systèmes grand public. De systèmes grand public, voilà. Mais sinon, l'IA en elle-même, l'IA, toutes nos machines en sont gavées. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle d'IA, on parle de ChatGPT, on parle de quelques grands noms. Mais en vérité, on fait de l'IA depuis très très longtemps. Donc l'IA en elle-même ne pose pas de problème. C'est un robot qui nous aide. Mais là, aujourd'hui, on a des particuliers qui se rendent compte effectivement qu'on a des outils qui permettent de raisonner et de délivrer un conseil, qui soit bon, pas bon, on va en discuter, mais en tout cas délivrer un conseil. Et on a des sociétés qui ont intégré cette opportunité. Chez Harvest, vous êtes mis à faire de l'intelligence artificielle, par exemple. Ah oui, on ne pouvait pas ne pas le faire. Voilà. C'est une technologie qui est une technologie de rupture. Et donc, il faut, comme toute technologie nouvelle qui arrive, qu'on la teste, qu'on l'appréhende, pour voir jusqu'à quel point ça peut être utile à nos propres clients,
comme au fonctionnement aussi de l'entreprise, parce qu'effectivement, il y a un sujet d'efficacité. Et nous, on a fait le choix de tester sur nos produits. Alors, pour 2 raisons. La première, parce que moi, je suis convaincue qu'à un moment donné, c'est en testant, c'est en utilisant régulièrement que peuvent naître des nouvelles idées. C'est le propre de l'innovation. D'accord. Et deuxièmement aussi, pour avoir le retour de nos utilisateurs. Parce que est-ce qu'ils en veulent, est-ce qu'ils n'en veulent pas, est-ce qu'ils savent bien l'appréhender, est-ce qu'il y a des questions, et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc ça fait plus d'1 an et demi aujourd'hui qu'il y a de l'IA sur nos produits. D'accord. Donc vous avez intégré de l'IA sur les produits existants d'Harvest. Les utilisateurs sont donc les clients d'Harvest. Qu'est-ce que l'IA change par rapport à ce qui existait avant ? Alors, je vais vous donner un exemple sur un produit. On a un produit aujourd'hui qui est une base documentaire qui permet de s'informer sur la jurisprudence, les textes de loi, les conditions d'application de tel ou tel système, conditions financières, etc., etc. Et donc, nos clients avaient l'habitude d'interroger ce produit, mais de l'interroger comme on faisait avant, c'est-à-dire par mots-clés. D'accord, comme sur... Pas un mode de fonctionnement normal. Normalement, vous posez une question quand vous avez un interlocuteur en face de vous. Eh bien, on a mis de l'IA sur Feednet. Pourquoi ? D'abord, pour avoir une réponse cohérente, première chose. Deuxièmement, parce que cette IA, elle a été développée sur nos contenus. D'accord. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on génère nos contenus. C'est notre vingtaine d'ingénieurs patrimoniaux qui font ces documents. Donc, le bénéfice, c'est qu'on continue de créer du contenu parce que si plus personne n'en crée, eh bien, l'IA va être ce qu'on appelle débilisante au sens où elle est plus capable d'innover parce qu'il n'y a plus personne qui crée des nouveautés. Et deuxièmement, on maîtrise les hallucinations parce que c'est vérifié par nos ingénieurs patrimoniaux. Et donc, nous, on donne notre doctrine, on donne les documents de référence, donc on évite là aussi que des documents soient inventés comme ce qui arrive parfois. Et donc, il y a tout un bénéfice qui est, c'est pas une boîte noire, et en même temps, on est très pragmatique, on l'utilise parce que ça rend évidemment les choses beaucoup plus simples. Et c'est effectivement... Alors, on va peut-être poser la question à Anthony Calci avant d'avoir l'avis de Vincent Courroyer qui a travaillé sur ce sujet. L'intelligence artificielle au sens large, parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a l'utilisation de ChatGPT, ou parlons de Le Chat de Mistral AI, pour parler aussi de solutions françaises. Il y a l'intégration d'intelligence artificielle dans des solutions digitales existantes. Comment est-ce que vous appréhendez le sujet ? Vous aimez les sujets numériques et vous les testez, donc évidemment vous avez regardé ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle et ça fonctionne plutôt bien. Oui, je crois que comme dit David, c'est d'abord un outil de productivité. Il y a notre casquette de chef d'entreprise, donc ça va nous aider pour rédiger une newsletter, ça va nous aider pour répondre à un email, de faire un résumé de rapport. D'accord. Puis ça va nous aider aussi dans notre métier, ça veut dire la réglementation. Quand on doit faire dans la déclaration d'adéquation une recommandation personnalisée, avec un prompt très simple, je dis aussi quelques pratiques, un prompt très simple en disant du modèle de l'ANACOFI, le 7CGB. Elle est plus personnalisée si c'est la rédige. On lui donne le profil investisseur du client, le recueil d'informations, le change modèle, de casquette. recueil, profil, modèle, les documentations des placements qu'on lui a proposés. Voilà, ce client, il investit 1 million, dont 300 000 dans tel SCPI, 200 000 dans telle assurance vie. Ouais. Oui, bien sûr, évidemment. Et voilà le prompt, il nous sort quelque chose très bien, d'assez pertinent. Après, on le relit, il y a 1 ou 2 hallucinations. Il faut lui préciser que la liquidité qu'il y a dans le recueil, en fait, il va servir pour le placement, parce que sinon, il croit... Bref. Et donc, oui, mais donc vous nous dites 1 ou 2 hallucinations par rapport à un conseil, ou en tout cas une analyse patrimoniale, une structuration patrimoniale qui est quand même assez pertinente. Quand vous lisez ça, vous vous dites... c'est un super outil pour mon quotidien, ou tiens, est-ce que demain, il n'y a pas un entrepreneur qui va monter une application qui pourra proposer finalement ce que je propose moi, mais avec simplement des outils d'intelligence artificielle. C'est la crainte d'une partie du métier aujourd'hui. Oui, la peur n'évite pas le danger. Oui. Et puis, il faut rappeler que l'IA, intelligence artificielle, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. D'accord. Parce qu'intelligence en anglais, c'est renseignement. Oui, bien sûr. C'est pas intelligence. Donc, on dit, ah là là, ça va nous remplacer. Non, c'est un outil de rupture, de renseignement. Le prompt est essentiel. Apprendre à rédiger un prompt, apprendre à rebondir sur le résultat, c'est important. Quand vous dites que c'est essentiel, ça veut dire que c'est un outil qui, demain, équipera tous les CGP ? Mais il ne doit pas équiper tous les CGP. Il doit nous équiper tous, comme Google nous équipe tous. Il y a 10 ans, le premier réflexe quand
Quand on rencontrait quelqu'un, on va le googler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre dans une intelligence artificielle générative. Oui, c'est ça. Donc, ça n'a pas changé notre mode de fonctionnement. C'est l'outil qui fonctionne, qui est plus rapide, qui est plus efficace, qui est beaucoup plus large. Donc, il faut Moi, j'aime bien rappeler intelligence en anglais, c'est renseignement. C'est pas intelligence. L'IA n'est pas intelligent. Elle répète, elle répète tout ce qu'elle a vu. Donc, c'est la même chose quand la robotique est arrivée dans l'industrie. On disait, mais je vais pas conduire une voiture dont les boulons étaient vissés par un robot. Je pense que les gens qui ont acheté les premières voitures se sont dit non. Et aujourd'hui, on a 3 personnes sur la chaîne de véhicules, là où il y en avait 30 ou 300 il y a 50 ans, 60 ans. Mais donc ça veut dire que c'est un outil qui doit être forcément intégré aujourd'hui. Quand on est... Alors, moi, je me mets à la place du conseiller en gestion de patrimoine qui, effectivement, a une activité historique sur un territoire donné, qui reste encore indépendant et qui se dit, effectivement, alors on a parlé du risque cyber, c'est déjà un coût supplémentaire, c'est déjà une adaptation supplémentaire, il y a les couches réglementaires aussi, on en parle souvent avec les associations. Là, il faut intégrer ce nouvel outil, parce que finalement, il peut se dire, en fait, mon métier marche très bien aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de changer mon organisation. Vous, ce que vous dites, c'est, attention, ça... Enfin, c'est intrinsèque à une activité de changer son organisation. Tu as 50% des moins de 65 ans qui utilisent quotidiennement une IA. Donc, alors pour leur vie perso, pour autre chose, mais c'est quelque chose qui va extrêmement vite, mais tellement vite qu'on est passé en quelques années c'est les jeunes, pour trouver des gens qui l'utilisent une fraction inférieure à 50% qui l'utilisent, pour aller chez les gens de plus de 65 ans. Donc forcément, dans les outils professionnels, on va en utiliser, puisque on l'utilise de plus en plus et un peu sur tous les sujets. Donc on l'a dit, c'est un outil, c'est une nouvelle forme d'outil. Rappelez-vous, dans le temps, on n'avait pas Excel, on programmait nos tableaux, les premiers ont commencé comme ça, puis après, tu as eu Excel qui te permettait de faire toi-même tes tableaux, et puis etc., etc. Et tu as plein de programmeurs qui connaissent pas le langage d'origine. Oui. Donc il est possible qu'un jour, on ait des IA qui permettent de traiter, d'aller chercher sur d'autres IA, et tu verras seulement ton outil final. Pour l'instant, on en est à un moment où c'est un outil, il faut savoir prompter, par contre, il faut savoir les éduquer, on n'a pas encore ça. Peut-être que plus tard, tout le monde utilisera des IA pour tout, en fait, qui interagiront avec d'autres IA, et on y va très vite. Mais je pense que là, tout le monde, en fait, est en train de l'accepter. Dans les échanges que vous avez avec... il y a quelques réticents, mais je le disais tout à l'heure, mais encore une fois, c'est pas nous sur nos métiers. Dernières études disent 50% des Français de moins de 65 ans utilisent régulièrement une IA. Tout est là-dedans. Delphine Asséraf, mais après la réponse qu'on peut poser, c'est s'ils utilisent régulièrement une IA, est-ce qu'ils vont toujours faire appel à des professionnels? Alors là, le sujet, c'est la gestion de patrimoine, mais ça peut être d'autres sujets aussi. S'ils ont des réponses qui leur semblent suffisamment pertinentes, j'insiste bien sur qui leur semblent suffisamment pertinentes, si jamais ils font appel à des outils comme cela. C'est en tout cas, moi, je pose la question que peuvent se poser un certain nombre de gens, mais d'abord Delphine Asséraf. Vous avez la raison de la poser comme ça, mais pour rebondir sur à la fois ce que Vincent et David viennent de dire, à partir du moment où c'est dans notre quotidien, il faut se dire qu'en fait, on n'a pas d'autre choix que domestiquer cette IA. Après, il faut avoir une exigence, c'est d'être exigeant avec l'IA. Comme l'IA donne des réponses, mais pas forcément les bonnes réponses, il faut cultiver sa critique. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça, c'est presque une compétence nouvelle, en plus de celle qui est, mais les CGP en ont fait preuve, je dirais, ces dernières années, de cette faculté de continuer à apprendre en permanence, parce que comme les métiers évoluent, que ce soit avec de nouvelles techs ou la réglementation, on est obligé, en fait, en permanence de s'adapter. Et sur le sujet de coût, quand vous utilisez un outil, Harvest ou pas, en fait, vous ne savez pas comment il a été programmé. Vous ne savez pas s'il a été programmé dans un langage A, B ou C. Donc, ce qui est important pour vous en tant que professionnel, c'est le service que ça vous rend. Moi, si je mets de l'IA, d'abord, je vous dis que je mets de l'IA, parce que ça, effectivement, d'un point de vue contractuel, c'est essentiel. Je vous explique comment il est fait. Et on dit avec qui on travaille quand on fait l'IA? Avec qui on travaille. Moi, je dis avec qui je travaille. Je vous dis comment c'est entraîné. Donc, c'est entraîné sur mes documents. Donc, je sais d'où ça vient. Et troisièmement, ça doit être, en fait, complètement transparent pour vous. C'est-à-dire que ça doit être inclus dans votre abonnement. C'est-à-dire que c'est une possibilité nouvelle
Tout comme avant, on est passé d'outils qui étaient sur votre poste à des outils qui étaient sur Internet. C'est des évolutions normales. Et donc, pour moi, ça doit venir accompagner une transformation aussi des métiers. Vincent Courvoyer, j'ai une question piège pour vous qui me revient. Oh là. J'ai interviewé il y a un an et demi, un pure player de la gestion de patrimoine qui proposait ce qu'on appelle un agrégateur où on pouvait retrouver tous ses comptes et il lançait un petit peu une solution d'intelligence artificielle dessus. Et je lui dis mais quel est l'avantage par rapport à un CGP ? Il dit l'intelligence artificielle n'aura aucun intérêt à me proposer un produit plutôt qu'un autre, là où un CGP aura peut-être l'intérêt à me proposer un produit plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Oui, alors ça, c'est l'éternel débat de notre mode de rémunération et je pense qu'il n'est pas fini. En revanche, je vais vous raconter une anecdote. Un jeune client, 29 ans, qui avait fait fortune dans la tech, D'accord. qui arrive chez nous avec un rapport d'ingénierie patrimoniale magnifiquement fait. Superbe. On n'aurait pas fait mieux. Probablement fait avec Fitnet, tout seul. Et pourquoi il vient ? Il dit, je ne sais pas si je prends la bonne décision. Il est venu se rassurer. Et il nous a expliqué qu'il avait construit toute son analyse, toute son organisation, avec les outils tech à sa disposition. Mais in fine, il avait besoin d'un professionnel pour se rassurer de la bonne décision qu'il allait prendre. Mais donc ça rajoute du travail, ça, dans les il faut lire les rapports que les clients réalisent eux-mêmes. Au contraire, ça donne de la valorisation. Parce qu'en fait, le client a mis de la valeur dans le conseil, dans la réassurance qu'on lui a fait, pas dans la production de l'article de loi ou de l'organisation fiscale qui aujourd'hui, on le vit au quotidien. Et il y a des métiers qui doivent se poser quelques questions sur le fonctionnement, mais 10 fois par jour, je l'utilise. Tiens, je veux savoir, crée-moi une charte informatique. Je l'ai fait hier. Ouais. J'ai dit, ça, crée-moi une charte informatique dans mon métier de la gestion de patrimoine pour mes collaborateurs qui sont salariés. Donc, on avance. Oui, bien sûr. Je circonstancie, je donne le lien juridique avec lequel de mes salariés et quels sont les thèmes que je veux traiter, dont l'IA. Voilà. Un truc qui était magnifique. Mais je l'ai rédigé, je l'ai construit et je l'ai mis dans mes... Voilà. Et vous avez gagné combien de temps, juste pour comprendre ? Combien j'ai gagné de temps ? Oui, estimé. Alors, du temps et de l'argent. Oui, d'accord. Voilà. J'ai gagné, on va dire, une demi-journée de travail et quelques milliers d'euros de conseils auprès d'un avocat. Oui, mais... Ça pose quand même la question de savoir si vous gagnez du temps et de l'argent par rapport au conseil d'un avocat. D'autres peuvent avoir la même réaction vis-à-vis du secteur. Mais bien sûr, mais rappelons-nous quand même que nos prix ont baissé sur les 20 dernières années. Donc, nos prix ont baissé. C'est l'arrivée d'une plus grande masse de clients qui a fait que tout ça ne s'est pas vu économiquement. Mais moi, si vous vous souvenez, il y a quelques années, dans cette émission et quelques autres, vous me disiez, mais le digital, ça va tout révolutionner. Et je me dis, mais peut-être que je suis président aujourd'hui d'une fédération d'entreprises avec des salariés, et peut-être que demain, il se passera la chose suivante, c'est que mon successeur sera président d'une association avec toujours des entreprises dans lesquelles il y aura un patron, un robot. Vous avez déjà connu ça, quand Word et Excel sont arrivés, on a licencié plein de salariés. Est-ce qu'on a fermé les boîtes ? Non. Voilà. Et maintenant, donc, les clients qui viennent nous voir viendront peut-être effectivement nous voir, après être allés regarder un certain nombre de choses, mais ça, on a déjà vu qu'ils allaient s'informer. Et je rappelle quand même que notre écosystème est posé sur une quinzaine de % de Français. Ceux qui ont envie de venir nous voir. Il y a déjà, et il y a toujours eu ceux qui n'ont pas eu envie de venir nous voir, qui souscrivaient tout seuls leurs petits produits, qui sont dédiés à aller voir leur banque. Alors avant, ils y allaient dans l'agence. Donc ça maintenant, ils vont par l'appli. Et bien, peut-être que finalement, avec ce genre d'outils, nos prestations deviendront plus accessibles. Et ce sera plus 15, mais ce sera 20%, paradoxalement, avec des clients peut-être plus avertis qui auront déjà regardé les choses. Ou alors, nous, ça nous permettra de répondre plus vite à des clients plus techniques et disant, excusez-moi, j'ai pas envie de m'occuper de mes affaires d'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est une fraction de notre clientèle, et où pour eux, on pourra aller plus vite. Anthony Calci, je rebondis sur ce que nous disent Vincent Courvoyer et David Charlet, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et grâce aussi à tout ce qui existe déjà sur Internet que l'intelligence artificielle va lire, on a accès à énormément d'informations. Est-ce qu'on a accès à trop d'informations ou est-ce que du coup, c'est une opportunité de positionner son conseil, puisque c'est pas parce qu'on a accès à l'information qu'on sait quoi faire, comme nous le disait Vincent Courvoyer. Je suis totalement d'accord avec Vincent et David. Autant je suis très technophile, je pense que notre métier, c'est de l'humain. Et à la fin, ils vont vouloir, nos clients fortunés, ils veulent un avis, une conviction. C'est ça, une conviction. Un choix et
qu'on le fasse ensemble, entre deux humains. Et oui, ils peuvent venir avec un rapport. Oui, ils peuvent challenger nos conseils. Oui, ils peuvent challenger nos frais. Ils peuvent faire plein de choses et dire finalement, Anthony, ton allocation, j'aime pas ce fonds-là parce que telle et telle raison. Ou tiens, t'avais vu ça. Mais à la fin, ils vont vouloir quand même faire avec nous. Ils ont besoin d'humains pour le choix, pour l'accompagnement. J'en suis... Alors évidemment, il y a une grande partie de la population qui ne vont pas venir chez nous. Et peut-être il y a une partie du ventre mou de cette clientèle mi-fortunée qui on a besoin de conseils patrimoniaux, mais ils sont peut-être trop petits, etc. Mais ils viendront peut-être chez nous. Exactement. Parce que nous, on aura 2 segments avec 2 offres. Exactement. Parce qu'on est des entreprises. Ou alors ils vont arriver avec le travail mâché. Je sais ce que je veux. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Je suis prêt à payer des frais. D'accord, mais... Non, mais c'est vrai. Non, mais on peut avoir plusieurs offres dans une entreprise. Tout à fait, on peut avoir plusieurs offres. Et il ne faut pas oublier, c'est un peu à l'image de la santé, l'argent. C'est important. C'est important dans une dimension patrimoniale, dans une dimension familiale. Et donc, à un moment donné, vous avez besoin de parler à quelqu'un qui s'y connaît, à quelqu'un qui a de l'expérience. Et moi, je pense que plus cette personne-là aura du temps pour vous prodiguer ce conseil, pour être à vos côtés, plus ça sera bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc, ce temps qui est gagné aujourd'hui, alors je ne sais pas pour vous, messieurs, est-ce que c'est 10, 20, 30%? Mais c'est toujours du temps qui sera mieux utilisé pour être aux côtés des clients. Et quand il s'agit d'argent, la réassurance d'une personne qui comprend votre situation familiale ou personnelle, elle est indiscutable. Vincent Courroyer, dans 10 ans, le métier du CGP ressemble à quoi? Je pose la question parce que le CGP, c'est aussi un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ça doit trouver des nouveaux clients. Pour trouver des nouveaux clients, il faut partager son expertise, notamment, et ça passe beaucoup aujourd'hui via des réseaux sociaux, il y a une stratégie de contenu. Quand on a un tel amas de contenu à disposition des gens, comment est-ce qu'on fait la différence et comment est-ce qu'on va chercher des nouveaux clients? Alors, si je le savais... Bien sûr. Je le mettrais en œuvre tout de suite avant tout le monde. Mais on a des pistes sur à quoi ressemblera le métier de demain. Via l'IA. Ça a commencé. Oui. Vous avez aujourd'hui des vendeurs de leads qui font entièrement la définition du lead par de l'IA. D'accord, c'est peut-être une piste. Ouais. Mais une fois de plus, c'est un outil. Il va plus vite, il est plus précis. Voilà, mais quand le lead arrive, il faut bien décrocher son téléphone et appeler monsieur le client pour ça passe encore par une relation pour le découvrir. Et comme l'a dit Delphine, on découvre nos clients, on découvre ses craintes, ses envies, ses besoins, ses rêves, et on met le patrimoine au service de ces projets. Et c'est un point important que l'IA aujourd'hui ne peut pas remplacer parce qu'il ne va pas découvrir la sensibilité, il ne va pas découvrir la réaction à une proposition. Alors, ils vont s'améliorer, on va pouvoir regarder le gestuel, le langage non verbal. Mais sera-t-elle capable de comprendre, effectivement, quand on fait une analyse d'apprétence au risque, ce que nous dit la personne et ce que, entre guillemets, elle pense réellement en fonction de... Oui, effectivement, il y a une appréciation presque dans du langage plus corporel que réellement... les soft skills, l'IA, c'est partiellement les intégrer. Si tout le monde était suffisamment formé aux soft skills, on aurait d'autres choses. Juste un exemple d'un truc qu'on vient de découvrir, de voir. Et ça génère des leads. Vous savez comment ça les génère? Ça va engager une discussion avec vous en étant un avatar qui n'existe pas sur vos réseaux sociaux. Ça va ramasser vos données sur vos réseaux sociaux, ça va devenir votre copain, ça va vous parler. Et ce truc-là, en fait, derrière, analyse les gens avec qui ils échangent et qui c'est devenu un de vos contacts, il n'y a pas de problème. Derrière, c'est une boîte qui dit « Bonjour, vous êtes CGP, je vous vends un lead. Je vous dis ce qu'il aime pas, comment il aime qu'on lui parle. Et maintenant, pour l'aspect téléphonique, c'est à vous, mais je vous fais la connexion. » Comment générer des leads dans le monde de demain. On en parlera dans un autre Patrimoine Cash. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre de vous être prêtés à l'exercice. Merci David Charlet, président de l'Anacofi, Vincent Courroyer, président de Metagram, Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine et Delphine Asseraf, directrice générale déléguée de Harvest. Merci d'avoir été présent pour ce premier numéro. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Patrimoine Cash.